de demander à Laurent Champanet, qui est donc président de la conférence des grandes écoles, et à Bruno Sportis, qui est PDG d'INRIA, de prendre la parole pour un court propos introductif. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à tous, je ne sais pas s'il y a un ordre, je fais une petite introduction générale, puis peut-être que Bruno, tu pourras compléter sur des sujets plus INRIA. Merci et bonjour Aline, rebonjour Thomas, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Rapidement, pourquoi un tel événement co-organisé par la conférence des grandes écoles avec INRIA? La conférence des grandes écoles, c'est près de 250 grandes écoles françaises de nature très différente, pas uniquement des écoles d'ingénieurs, qui ont comme caractéristique de former des cadres pour les entreprises et les organisations. Et aujourd'hui, on attend de ces cadres qu'ils soient en capacité de transformer les entreprises qu'ils vont intégrer sur des sujets d'importance. Le digital en est un, la capacité à répondre aux enjeux environnementaux, climatiques en est un autre. Et il est important pour nous que ces cadres puissent faire ces transformations et en conservant des entreprises et une économie qui soient compétitives et qui permettent à la société française en particulier de prospérer. Parmi ceux-là, il y en a qui doivent avoir des niveaux de compétences plus élevés que ce qu'on peut faire nous à un niveau Bac+5 en école. Et on est convaincu que la recherche, le niveau et les compétences spécifiques données par le doctorat sont des outils essentiels de transformation des entreprises de l'économie française. Et donc, il est hyper important que des jeunes diplômés d'école, de la conférence des grandes écoles, poursuivent leur formation dans des activités de doctorat, et en particulier dans le champ du numérique, et en particulier avec l'INRIA. Donc c'est pour ça qu'on a co-organisé ce webinaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'on a un manque de diplômés au niveau doctorat, on a un manque de double compétences programme grande école et doctorat, et que l'économie française est en besoin sur ce sujet-là. Donc j'espère que ce séminaire vous permettra de vous dire que vous pourrez être ces personnes qui, après avoir atteint un niveau doctorat, pourront être des outils, des cadres essentiels à la transformation et au dynamisme des entreprises françaises. Voilà. Bruno. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment heureux qu'on ait cette opération conjointe entre la conférence des grandes écoles et INRIA sur un sujet qui est important. Tu as adressé les enjeux, Laurent, la promotion du doctorat dans les sciences et technologies du numérique auprès des jeunes ingénieurs. Et je tiens à remercier tous les collègues qui se sont investis, notamment Jean-Philippe Lagrange pour INRIA et Thomas Bozardo pour la conférence des grandes écoles. Je pense que vous connaissez tous ces enjeux du numérique, Laurent en a parlé, pour nos entreprises, pour la société, pour nous aussi en tant que citoyens. Ces enjeux, c'est notre quotidien chez INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche dans les sciences et technologies du numérique. Et il y a plus de 4000 scientifiques, dont beaucoup d'ingénieurs, qui travaillent souvent avec vos écoles d'ingénieurs, avec des entreprises dans lesquelles vous allez travailler peut-être demain. Et les enjeux numériques, je pense que vous les connaissez tous, hein. C'est l'intelligence artificielle, c'est les jumeaux numériques, c'est la sécurisation de tous ces processus, c'est la cybersécurité, c'est le besoin de réseaux de communication, de moyens de calcul pour y parvenir, c'est le cloud, le calcul haute performance, peut-être demain l'ordinateur quantique. Il faut interagir avec ce monde virtuel, c'est l'interaction humain-machine, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc., etc. Ça irrigue tous les domaines de l'économie, de la société. Et pour avancer sur ces fronts qui évoluent très, très vite, il faut lever des verrous scientifiques, il faut lever des verrous technologiques. Les deux sont très liés. On peut le faire en tant qu'ingénieur, on peut le faire en tant qu'entrepreneur, et on peut aussi le faire en complétant sa palette de compétences en ayant une expérience de doctorat. Moi, je suis ingénieur de formation, comme vous. Là, je m'adresse aux plus jeunes. Et quand j'avais votre âge, moi, je voulais rejoindre les grandes aventures du spatial, notamment. Il y a certains collègues dans la salle qui sont un peu moins jeunes qui le savent. Et un jour, j'étais à l'Agence spatiale européenne. J'ai rencontré un directeur de programme de R&D, d'innovation, qui m'a dit que
je gagnerais en crédibilité si je faisais une thèse de doctorat, si je faisais un doctorat. Ce que j'ai fait en mathématiques appliquées, avec une petite inquiétude à l'époque, c'est est-ce que je ne vais pas me retrouver bloqué dans le monde de la R&D. Et moi, je n'ai jamais regretté ce choix, le choix du doctorat. D'abord parce que c'est la norme internationale, c'est la norme de la compétition internationale dans tous les domaines technologiques, dans l'innovation technologique. On a un système français qui évolue, mais il faut le dire. C'est la norme internationale. Et puis après, c'est surtout une vraie école d'humilité, de créativité, d'autonomie, de rigueur. Ce sont des portes ouvertes, hein, que je vous dis, mais savoir explorer des champs nouveaux sur la base d'un vrai état de l'art, c'est une sacrée expérience professionnelle et qui vous sera utile quoi que vous fassiez ensuite. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours varié dans la R&D en entreprise, dans le monde public, en tant que dirigeant d'entreprise, de start-up, d'entreprise industrielle aussi, dans des cabinets ministériels. Et moi, je sais que mon expérience de recherche m'a toujours aidé, en plus de ma formation d'ingénieur. Elle m'a aidé à poser des questions, à toujours chercher à comprendre, à rien accepter comme argent comptant, à challenger mes partenaires, mes équipes, mes actionnaires aussi, à essayer d'envisager des pistes alternatives. Et tu l'as dit, Laurent, à essayer de transformer pour une plus grande performance, quoi qu'on mette derrière performance. Et ça l'a été aussi, ça peut paraître étrange, mais je pense que ça parle à des ingénieurs. Ça a été une vraie école de management et d'entrepreneuriat aussi, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre ces démarches, pour peu que l'on fasse de la recherche dans un monde ouvert, tourné vers l'innovation. Et puis tu l'as dit, Laurent, si la France veut rester une grande puissance économique, industrielle, technologique, si on veut réduire nos dépendances, eh bien, il est important que des jeunes comme vous fassent le choix du doctorat, s'ils ont envie, bien sûr, au début de votre parcours et sans préjuger de la suite. Il y a maintenant de très nombreux cadres pour le faire, dans le monde académique, au plus haut niveau international, dans des entreprises, au sein de vos écoles, avec des acteurs comme nous. Chez INRIA, il y a 500 doctorants qui commencent chaque année dans les équipes. Voilà. Et puis en plus, si vous êtes une jeune femme ingénieure, ça permettra de féminiser la tech et c'est un sujet sur lequel on est beaucoup à être engagé parce que c'est un vrai enjeu, c'est un énorme enjeu pour la France. Voilà, donc vous avez un très beau programme cet après-midi. Merci aux intervenants, ils ont vraiment de belles expériences à partager. Et j'ai qu'un conseil, comme l'a dit Laurent, qui est assez évident aussi pour conclure. On va tenir avant 13h30, Laurent, hein. Allez chercher de l'information, allez poser des questions, renseignez-vous à 360 degrés pour faire vos choix, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'alumni de vos écoles qui ont fait ce choix et puis qui sauront partager leur passion et leur parcours avec vous. Voilà, c'est l'objet un peu de cet après-midi. Merci à tous et bravo pour les organisateurs. Merci à nos deux présidents pour ces propos enrichissants, d'ailleurs qui ont commencé à cadrer notre sujet. Alors je vous propose d'attaquer sans tarder maintenant notre table ronde, où on l'a dit, 3 personnalités du numérique vont apporter leur témoignage et nous inspirer sur notre sujet, s'engager dans un doctorat après des études d'ingénieur, pourquoi et comment. Alors, je vais vous présenter maintenant ces 3 intervenants. La première, nous avons avec nous Anke Brock. Alors, Anke, vous êtes enseignante, chercheuse en informatique à l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC. Alors, vous avez été diplôme ingénieur, je ne sais pas si je prononce convenablement l'allemand, à Stuttgart. Donc, c'est l'équivalent en Allemagne du diplôme d'ingénieur. Et vous avez fait une thèse dans le domaine de l'interaction humain-machine. Donc, vous êtes notre première interlocutrice. Oui, bonjour. Bonjour à vous. La seconde personne, c'est Hussein Fakouri. Hussein, je ne vous vois pas à l'écran, mais vous êtes sans doute là. Vous êtes fondateur et dirigeant d'une start-up qui s'appelle Scalinx et qui est spécialisée dans la conception de puces électroniques. Alors vous, Hussein, vous êtes diplômé de l'ESSIE Paris, l'École supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique. Et puis, vous êtes aussi docteur en électronique de Télécom Paris. Hussein, êtes-vous là? Oui, bonjour à tous. Bonjour, je ne vous vois pas, c'est pour ça que je voudrais préciser. Je vous présente maintenant notre 3e interlocuteur qui est Guillaume Gaudron. Alors lui, je l'ai vu tout à l'heure, donc je suis sûre qu'il est là. Alors vous, Guillaume, vous êtes polytechnicien et docteur en maths appliquées et vous dirigez aujourd'hui le centre de recherche de Ubisoft France.
Donc maintenant qu'on a nos trois victimes, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail de leur parcours. Alors, redisons-le, hein, après avoir eu un diplôme d'ingénieur, chacun d'entre vous a fait une thèse et je voudrais d'abord tout simplement vous demander quelle en a été la principale motivation. Alors, Hussein, je vous propose de commencer, après Anke et enfin Guillaume. C'est à vous, Hussein. Merci. Ben moi, après mes études d'ingénieur en électronique, j'ai commencé à bosser dans une grande entreprise, donc Philips Semiconducteur, à Caen. Et donc, c'est là que j'ai pu découvrir le côté pratique du métier d'ingénieur en conception de circuits intégrés. Moi, l'électronique, c'est ma passion de toujours, hein. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et voilà, donc j'ai pu commencer une première expérience pratique après mon diplôme d'ingénieur, découvrir plusieurs thématiques dans le domaine de la conception de puces. Et il y en a une qui m'a particulièrement attiré. Donc, ben, j'ai voulu creuser et en apprendre plus et aller vraiment en profondeur. Et c'est ce qui m'a motivé à m'inscrire en thèse et à travailler sur cette thématique passionnante, donc qui est la conversion analogique numérique, parce que les industriels du domaine des télécoms et de la défense avaient des réelles problématiques sur ce sujet. Et c'est le premier point sur lequel je veux insister. Quand vous faites une thèse, vous n'êtes pas isolé dans votre labo et vous travaillez dans votre coin. Vous êtes vraiment tourné vers l'extérieur. Vous êtes là pour lever un verrou industriel. Voilà, c'est vraiment important. Et ça, après, pour moi, plus tard, ça a été le point de départ pour la création de ma société. Donc, j'ai monté ma boîte après mon doctorat. Il y avait un salarié au début, c'était en 2015. Aujourd'hui, on est un peu plus de 80 dans la société. Et voilà, on adresse plein de marchés, la défense, le spatial, les télécoms. Et vraiment, les travaux, ce qui a donné l'impulsion à la création de cette société, c'est les travaux sur lesquels j'ai travaillé durant mes 3 années de thèse. Très bien, mais c'est tout à fait passionnant. On va revenir de toute façon sur certains des points que vous avez là rapidement évoqués, parce qu'on comprend bien là vraiment l'intérêt, en tout cas le vôtre, à vous engager dans cette aventure de la thèse. Alors, Anke, pour votre part, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors moi, après les bacs, j'ai commencé par une école d'ingénieur par apprentissage. Donc j'ai fait tous mes stages dans la même entreprise. Et ensuite, j'ai été recrutée tout de suite en CDI. Et j'ai fait 2 postes dans l'entreprise. J'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. Et vite, je me suis ennuyée et je me suis dit que je ne pouvais pas rester là-bas pendant 40 ans. J'étais encore jeune, donc il me restait 40 ans de carrière. Et j'ai toujours été passionnée par les sciences. Donc quand j'étais au lycée, par exemple, j'assistais à des séminaires scientifiques pour des lycéens. Et donc cette curiosité et cette envie de faire les sciences, faire une thèse m'est revenue à ce moment-là. Et ça a tombé à un moment où mon mari a aussi eu envie de changer de pays. Il est français, revenir en France. Et j'en ai profité du coup pour me chercher à Toulouse une formation qui me permettait ensuite de faire une thèse, puisque mon diplôme d'ingénieur à l'époque, c'était avant Bologna, ne permettait pas tout de suite de faire une thèse. Donc j'ai d'abord fait le Master 2 Interaction humain-machine à Toulouse, dont je suis aujourd'hui donc la co-responsable. Et cela m'a permis de faire une thèse. Et j'ai découvert mon directeur de thèse et mon sujet de thèse durant le Master 2, puisqu'il y avait des projets étudiants à faire. Et donc, moi, dans l'industrie, j'avais travaillé sur les systèmes de navigation pour les voitures. Et durant le Master 2, il y avait des projets pour travailler sur les systèmes de navigation pour les non-voyants, donc personnes piétons non-voyants. Et il y avait un lien, mais en même temps, ça permettait quand même d'apprendre plein de choses et découvrir des nouvelles choses. Et donc, c'est ça qui m'a fait accrocher et choisir de faire ma thèse là-dedans. Oui, donc on comprend avec cette expérience qu'en fait, finalement, le sujet de thèse que vous avez choisi, vous l'avez choisi parce qu'il était effectivement, il était là dans la structure d'enseignement, mais en fait, il a jailli aussi, si je puis dire, aussi de votre expérience, certes peut-être un peu ennuyeuse dans votre entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment, on voit bien dans
un certain nombre de parcours qu'il y a comme ça des affinités qui se créent, hein, qui sont tout à fait intéressantes. Alors, Guillaume Gaudron, alors c'est à vous de nous expliquer un petit peu donc vos débuts et puis qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui vous a engagé dans votre carrière? Oui, donc je vais essayer de vous expliquer peut-être ce dont j'avais conscience et surtout ce dont j'avais pas conscience. Donc après l'école polytechnique, j'ai fait une thèse de mathématiques appliquées avec l'INRIA et l'université d'Aix-Marseille qui s'appelait l'Université de Provence à l'époque. Et j'ai fait cette thèse dans l'objectif d'obtenir un poste universitaire. C'était vraiment ça l'objectif. Je me voyais chercheur, enseignant-chercheur. Je crois fondamentalement que j'étais guidé par l'admiration que je portais aux mathématiciens et je voulais me prouver que j'étais capable d'être comme eux. Je précise que moi je suis issu de milieu plutôt très modeste, donc c'était pas du tout un milieu que je connaissais, c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi, pour ma famille, d'envisager une carrière, de ce type-là. Et puis, donc j'ai fini ma thèse, j'ai eu une première expérience dans une grande industrie du spatial à Toulouse, que j'ai abandonnée au bout de 6 mois pour un poste d'enseignant-chercheur. Puis après, je suis rentré dans la haute fonction publique au ministère de l'économie, auquel j'appartiens toujours. J'ai eu une expérience en direction d'école d'ingénieurs, j'ai eu une expérience en start-up, probablement la meilleure expérience de ma vie. J'ai eu une expérience canadienne, j'ai monté des collaborations académiques avec le privé dans un contexte franco-canadien, et puis maintenant Ubisoft. Donc j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles depuis la thèse, et puis tellement que ça m'a quand même amené à m'interroger sur pourquoi j'avais ce parcours-là. Et avec le recul, je me suis rendu compte que, d'une part, j'aimais construire plus que gérer, et finalement, me retrouver dans un contexte où on peut gérer des formations, on peut gérer et cetera. C'était bien, mais moi je voulais essayer de construire des choses nouvelles, je voulais bâtir des relations académiques industrielles qui n'existaient pas. J'ai toujours cherché en fait à essayer de construire des choses qui n'existaient pas. Heu et puis je crois aussi que j'ai fini par mettre le doigt sur un point important, c'est que j'aime être entouré de gens créatifs. En fait, j'admire beaucoup les autres. Et du coup, l'environnement de recherche, l'environnement d'innovation, c'est un environnement dans lequel on est entouré de créatifs. Et dans mon poste aujourd'hui, je me bats pour ces créatifs afin de leur donner une liberté créative. C'est d'ailleurs ce point qui m'a attiré chez Ubisoft, c'est-à-dire que à la fois dans mon équipe, j'ai les plus créatifs des ingénieurs, puisqu'on fait de la recherche, mais en même temps, je suis dans une entreprise elle-même qui est tournée fondamentalement vers la créativité. Donc je crois que c'est ces 2 points qui m'ont guidé, plus que ce côté un peu naïf que j'avais au début, d'admiration pour les mathématiciens. C'est, avoir la possibilité de construire des choses nouvelles, et donc ça, c'est vraiment l'innovation, et le fait de pouvoir le faire, avec des profils créatifs. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, bon, vous commencez très classiquement en disant je fais une thèse parce que finalement j'admire les mathématiciens et je voudrais faire de carrière universitaire, hein. Et puis après ça effectivement ça s'ouvre, les perspectives s'ouvrent vers l'innovation et la créativité. Donc en fait, si je vous comprends bien, cette formation par la recherche, elle n'est pas du tout comme certains pourraient le penser, en fait quelque chose qui ne serait que finalement de la rigueur, mais jamais autre chose. Là, c'est vraiment quelque chose. La formation par la recherche stimule la créativité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense qu'elle stimule la créativité, elle permet de donner des clés pour, gérer cette créativité. Je l'oppose souvent à tort ou à raison, je ne sais pas, mais à la production qui est très processée, très structurée. Je pense que pour qu'on puisse avoir des ingénieurs et des chercheurs qui soient créatifs, il faut en effet leur donner un environnement qui leur permet d'exprimer cette créativité. Et ça, c'est quelque chose qu'on est capable de toucher du doigt et d'imaginer quand on est passé par la recherche, et qu'on a peut-être moins du mal qu'on a plus de mal à imaginer, lorsqu'on est passé dans une structure qui, finalement limite la prise de risque, pour éviter certains échecs, pour éviter et cetera, mais du Oui. coup bride, cette dimension créative.
Oui, c'est un peu ce que Anke nous disait tout à l'heure, avec son expérience en industrie, elle a facilité la société, j'ai remarqué. Et vous, dites-nous aussi, parce que je pense que ça va intéresser l'auditoire. Bon, vous avez fait votre thèse, vous êtes allé dans l'industrie aussi, et puis vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rendu compte que ça ne répondait pas à vos envies? Alors oui, ça a été bref comme Oui, passage. Mais oui, enfin, c'était une grande entreprise, donc dans laquelle il y avait beaucoup de choses. Mais c'était une équipe de R&D qui était finalement qui était cachée, mmh, qui était euh, enfin, c'était pas une équipe qui s'intéressait à avoir un avantage compétitif, très fort. C'était une équipe, qui d'accord. s'intéressait surtout à observer, ce qui pouvait se passer, dans son champ. Du Mhm, coup, il y avait pas de liberté, à l'intérieur de cette équipe. Les gens étaient très bien, les gens étaient très forts, mais c'était pas une équipe qui était stratégique, dans son environnement. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, moi, m'a posé problème et je j'ai eu du mal, avec la culture d'entreprise, sur ce sujet-là. Il se trouve qu'il y avait une opportunité d'obtenir un poste académique. C'était ce que je souhaitais au départ et je me suis dit: «Pourquoi pas?» J'ai essayé, je l'ai eu et je suis parti. d'accord. D'accord. Bon, de toute façon, on va revenir hein, sur ces points parce que c'est important aussi pour l'auditoire vraiment d'explorer un petit peu qu'est-ce qu'un docteur fait dans les entreprises, le plus, le moins, etc., etc. On ne va pas anticiper. Je voudrais vous poser un second point finalement qui est très important, qui est celui de l'intérêt de faire un doctorat après son école d'ingé pour accroître. Faire quoi? Pour accroître son potentiel professionnel et personnel, et puis évidemment sa carrière. Alors, l'idée, c'est de voir avec vous trois quels sont les avantages de la thèse de ce point de vue d'accroissement du potentiel et de carrière. Alors, on va commencer peut-être par Anke, parce que Anke, finalement, vous avez, vous, évolué entre Allemagne et France, donc vous avez probablement une vision qui est un peu transnationale de cette question, de savoir que vaut une thèse en Allemagne, en France, ailleurs. Mm. Donc effectivement, les écoles d'ingénieurs, on apprécie beaucoup en France, on sait ce que ça vaut. Donc voilà, mais en dehors de la France, un diplôme d'école d'ingénieur, c'est pas forcément très connu. Donc, nous déjà, nos étudiants à l'ENAC, on leur conseille souvent de faire un master 2 en dernière année pour avoir un double diplôme. Et donc, le doctorat aussi à l'international est très reconnu. Donc, moi, j'ai pu observer donc, dans l'industrie automobile que donc, dans les départements recherche et développement, c'était presque obligatoire d'avoir un doctorat aussi pour travailler sur des postes R&D. Et plus dans les départements développement, les jeunes qui arrivaient avec un doctorat entraient des fois directement chef d'équipe plutôt qu'ingénieur de base, on va dire, ingénieur Mhm, développement. mhm, Donc ça ouvrait quand même effectivement des perspectives de carrière en plus. mhm. Ouais, donc en Allemagne, quand on est PhD, c'est C'est- mieux Oui, oui, c'est super. D'ailleurs, on observe qu'en France, beaucoup de ministres, etc., ont fait des grandes écoles et en Allemagne, c'est des doctorats. Et ils sont oui, oui. quasiment tous docteurs. Oui, Oui. oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est la même chose en Chine. J'avais Mm. vu au niveau du gouvernement chinois il y a quelques années, je crois qu'il y a 8 sur 10 C'est personnes possible. qui sont PhD. Mm. Oui, donc il y a vraiment déjà, bon, ça c'est un point que je pense que tout le monde commence à connaître, le poids finalement du diplôme de la thèse pour une carrière, hein. Alors, Guillaume, vous aussi, vous êtes un international, hein, vous avez écumé, si je puis dire, le Canada, et puis vous connaissez tout là-dessus. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur l'intérêt, finalement, l'intérêt pour un jeune ingénieur de faire une thèse? Moi, je pense que je vais un peu relayer la position d'Anke et puis je pense qu'il est un peu connu. Moi, en fait, je vois 3 bonnes raisons de faire une thèse. Oui. La première s'adresse à tous ceux qui souhaitent devenir chercheurs.
c'est quand même assez naturel. Si je veux être chercheur, si je veux être enseignant-chercheur, si je veux pouvoir rayonner dans la recherche publique, bien c'est un objectif. C'est pas rien comme débouché et comme position. Et c'est un choix qui peut avoir des conséquences sur le choix du type de thèse qu'on va faire, du laboratoire dans lequel on va le faire, et de l'encadrement de thèse. Le deuxième, donc, c'est qu'en effet, c'est les envies d'ailleurs. Le doctorat, c'est le diplôme scientifique le plus reconnu pour ceux qui souhaitent mener tout partie de leur carrière à l'étranger, où nos grandes écoles, aussi prestigieuses soient-elles en France, sont souvent méconnues. Je suis plus partagé en France, où les grandes écoles gardent une aura que le doctorat a encore du mal à battre. Mais dans ce cas, la troisième, pour moi, et dernière bonne raison de faire une thèse, c'est que c'est tout simplement de se faire plaisir pendant 3 ans, 4 ans sur un sujet complexe, dans un environnement créatif au plus haut niveau, comme le disait Bruno Sportis tout à l'heure. Être à l'état de l'art scientifique, essayer de le challenger, essayer de le battre, eh bien en fait, c'est une discipline, c'est une école de la vie, c'est une formation particulière. Et ça, peu importe ce que vous avez envie de faire comme choix de carrière ensuite, c'est pas parce qu'on fait un doctorat qu'on va forcément faire de la R&D. Évidemment, c'est naturel puisque on peut être attiré par le doctorat parce qu'on a cette appétence-là, mais en fait, on peut tout à fait se réaliser dans autre chose. Comme tu disais tout à l'heure, Anke, le PhD, c'est un passeport pour en fait des carrières qui sont très très grandes. En France, c'est vrai que c'est souvent les grandes écoles. À l'étranger, c'est souvent le PhD. Et le fait d'avoir ça, ça donne une crédibilité qui en fait ouvre sur énormément de types de carrières. Voilà. Donc je pense que se faire plaisir, ça peut être une très très bonne raison. C'est une excellente raison en général dans la vie. Il y a ce que vous dites, ce que j'en comprends aussi, c'est qu'il y a une certaine liberté intellectuelle que permet ce passage, cette aventure de la thèse, qui après, de toute façon, va nous irriguer d'une certaine manière dans la vie, qu'elle soit professionnelle et même peut-être personnelle, pour des lectures ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose d'important que vous voyez. Est-ce que puisque on en parlera tout à l'heure, mais vous êtes en contact avec pas mal de jeunes thésards ou de jeunes docteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui porte en eux ou je veux dire ce sentiment finalement de liberté intellectuelle, de champ des possibles? Alors, je ne sais pas s'il le porte en eux. En tout cas, nous, c'est le type de doctorant qu'on cherche, Oui. clairement, parce que enfin, pour moi, être dans une thèse, c'est pas uniquement faire preuve de capacité de réplication, de méthodologie à un haut niveau. Il y a un moment où, en effet, ce qu'on va chercher, c'est l'invention, la création de quelque chose de nouveau, l'introduction d'un nouveau concept, l'introduction et finalement, les meilleures thèses sont souvent celles qui se font sans le directeur de thèse, avec un étudiant qui exprime toute sa créativité, qui le rend autonome dans les idées qu'il a envie d'explorer, les idées qu'il a envie de pousser. J'ai l'impression qu'en effet, ce sont souvent ces profils-là ou ces thèses-là qui sont les meilleures. Est-ce que vous auriez un exemple, euh, quelque chose dans votre souvenir d'effectivement quelque chose de cet ordre-là? L'exemple qui me vient, c'est une collègue statisticienne qui avait démarré une thèse avec un directeur de thèse et qui, au bout de 2 ans, s'est rendu compte que même dans une thèse, elle s'ennuyait parce qu'elle était guidée dans une logique d'incrémentation, d'amélioration incrémentale d'une méthode, voilà, et qu'en fait, elle était pas du tout en capacité. Enfin, voilà, elle s'ennuyait dans ce qu'on lui demandait de faire, et en fait, elle a complètement arrêté ce champ-là avec l'accord de son directeur de thèse. Et il se trouve que les 2 ans de réflexion qu'elle avait pu construire l'ont amenée en fait à prendre du recul sur le champ dans lequel on était et d'essayer quelque chose de complètement nouveau, mais vraiment complètement nouveau. Et en 1 an, elle a fait un travail remarquable qui a conduit à une publication remarquable et qui fait qu'elle a été ensuite
professeure de statistique de très très haut niveau. Donc je crois qu'à un moment, elle a su se débarrasser d'un carcan qui est naturellement là pour accompagner les étudiants, Oui, bien sûr. mais qui font qu'au bout d'un moment, le doctorant devient le chercheur, et au moment où le doctorant déploie ses ailes et devient le chercheur, eh bien, il, il mobilise toute sa créativité pour, pour générer quelque chose de complètement nouveau, générer, voilà. Moi, je suis pas mal aujourd'hui dans le champ de l'intelligence artificielle qui va très très vite. En fait, on se rend compte que on a parfois des idées extraordinaires qui viennent, et elles viennent parfois d'un thésard en toute autonomie. Euh, c'est un peu comme dans Ratatouille de Pixar, je ne sais pas si vous voyez, où tout le Oui, monde peut oui. cuisiner. Disons que le message, c'est qu'une grande cuisine peut venir de n'importe où, à condition que justement on laisse s'exprimer la créativité, et les plus créatifs d'entre les jeunes doctorants s'expriment. Voilà, ben ça c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'assez fort et quelque chose d'assez motivant. Alors, Hussein, on va parler avec vous. Alors tout ça, ça doit aussi vous intéresser au plus haut point, parce que alors vous m'avez expliqué qu'un docteur, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, est finalement très à même de comprendre et de travailler et de résoudre la problématique qui est soumise par un industriel. Et vous allez plus loin quant à vous, hein, parce que quand on veut créer son entreprise comme vous l'avez fait, vous m'avez expliqué que la thèse apporte beaucoup de positifs. Alors, est-ce que vous pourriez développer ces idées? Oui, bien sûr. Euh, donc, ça permet vraiment de creuser en profondeur un problème qui est soumis par un industriel. Et donc, ça permet vraiment d'aller dans le détail technique de façon très profonde, de comprendre l'état de l'art. Et ça vous donne une crédibilité que vous allez garder toute la vie. Et j'ai envie de dire même quand vous allez plus faire du technique. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait beaucoup de technique avant de monter la société. Et aujourd'hui, je fais plus beaucoup de technique, mais même dans les fonctions, je suis plus dans les fonctions commerciales aujourd'hui. Quand je vais discuter avec des industriels et qu'on veut gagner des gros contrats, c'est vraiment déterminant d'avoir le bon vernis technique pour comprendre les problèmes et pour convaincre et pour être crédible auprès des clients et des prospects. Donc voilà, c'est vraiment important. C'est quelque chose c'est un asset pour la vie. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, vous savez de quoi vous parlez vis-à-vis d'un client qui a telle ou telle demande concernant la conception, je ne sais pas, de telle ou telle puce. Développer une puce, ça coûte plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, quand vous allez Oui, signer des contrats avec des grands industriels, des télécoms, Nokia, Ericsson ou avec Thales dans la défense, oui, effectivement, il ne faut pas se planter, il faut savoir de quoi on parle. Et je pense que moi, en tout cas, me concernant, la thèse m'a permis de maîtriser mon sujet et d'être crédible quand j'ai voulu monter ma société, que ce soit pour aller chercher des fonds auprès de fonds d'investissement, que ce oui. soit pour aller convaincre le premier client, parce que quand vous montez une start-up et que vous arrivez à trois et que vous dites que vous allez changer le monde, il faut quand même avoir un vernis technique qui soit assez, enfin voilà. Et voilà, et tout ça, la thèse me l'a apporté, oui, bien sûr, Oui. indéniablement. Je rebondis là, c'est intéressant. Donc même les financiers, les gens qui peuvent créer ou mettre à bas une société, puisqu'on a quand même besoin d'argent et besoin d'appui, eux sont sensibles, sont sensibles au doctorat pour vous. Oui, bien sûr, parce que bah, ils ont de l'argent, ils doivent miser sur quelques chevaux. Et Oui, oui, je pense que quelque part, ça les rassure oui, d'investir dans une société où les gens ont, encore une fois, en tout cas dans le domaine du numérique, ont un oui, oui, vernis technique assez poussé, quoi. Ouais. C'est d'accord. pour ça qu'aux États-Unis, si vous allez aux États-Unis, beaucoup de fondateurs de start-up ont un PhD, oui, ça c'est Ouais, clair. Et je ouais. pense, moi, je rencontre de plus en plus d'entrepreneurs en France qui ont un PhD, oui.
Voilà, donc ça c'est vraiment aussi tout à fait important pour notre auditoire. C'est vraiment la création d'entreprise et le PhD, c'est deux choses qui ont à voir l'un avec l'autre et qui sont importants. Alors vous m'aviez dit une autre chose. Vous dites que finalement, s'il y a un bon endroit pour maturer un projet entrepreneurial, bah, c'est pas mal d'être dans un labo de recherche. Alors expliquez-nous un peu ça. Mais oui, et c'est ça qu'il faut vraiment rappeler aux jeunes qui se posent la question. Encore une fois, être dans un labo et faire une thèse, c'est pas être isolé et coupé du monde. Il y en a beaucoup qui ont cette vision-là. C'est complètement erroné. Vous êtes en permanence, ou en tout cas, vous devez être en contact avec le monde industriel parce que vous êtes là pour résoudre un problème, pour lever un verrou technique. Donc, vous côtoyez le milieu industriel. Euh, En gros, sans le savoir, hein, vous commencez à faire un peu de marketing technique. Quand on veut définir un produit dans une société, ben, on va rencontrer des industriels et on leur demande les problématiques auxquelles ils font face. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous êtes vraiment en contact avec le monde du business. L'autre point qui est super intéressant, on a vraiment des outils dans le domaine de la recherche à disposition des docteurs pour créer leur entreprise. Moi, j'ai bénéficié d'un mécanisme qui permet aux chercheurs d'être détachés pendant un an, c'est-à-dire que s'ils veulent partir pour créer leur société, ils peuvent être détachés pendant un an, continuer à toucher leur salaire tout en travaillant dans la société qu'ils ont créée. Donc pour faire ça, il faut montrer qu'on va exploiter des travaux de recherche qui ont été développés en laboratoire. Et donc moi, me concernant, c'est ce que j'avais fait pendant ma thèse. Et donc, D'accord? après mon doctorat à Télécom Paris, j'ai fondé la société. J'ai négocié avec le service de valorisation de propriété intellectuelle de Télécom Paris la possibilité on a mis en place un contrat de transfert de pays pour que Oui. je puisse utiliser dans ma société toute l'API que j'avais développée durant ma Ouais. thèse. Voilà. Et ça a été la base, la substance, le point de départ dans la société pour aller convaincre des industriels de travailler avec nous. Oui, Voilà. oui, on comprend bien le processus. On va revenir hein, sur effectivement les possibilités de passerelle. Hein. C'est une question qu'on va aborder tout à l'heure. Peut-être une dernière chose, un peu plus impressionniste, peut-être. Finalement, quand on est dans un labo de recherche avec ses pairs, hein, je veux dire, soit en doctorant, soit en post-doctorant, soit en chercheur. Comment c'est perçu ça, cet appel du grand large, cet appel vers l'entreprise? Est-ce que on vous dit, est-ce que on vous a dit t'as de la chance finalement c'est super, tu vas faire beaucoup d'argent, ou alors est-ce que c'est ah non, moi je préfère rester dans le monde dans le monde universitaire. Comment vous avez vécu ça vous? Je l'ai bien vécu. Hum, Non, non, j'ai pas eu, non, j'ai pas rencontré de gens qui m'ont fait des commentaires spécifiques. Je veux juste, d'accord. moi, juste insister sur le fait que, voilà, comme vous le disiez, il y a la thèse, comme disait Guillaume, ça peut permettre de faire une carrière dans la recherche, ça peut permettre de devenir prof, et c'est des métiers qui sont fantastiques et extraordinaires. Moi, c'est mes profs qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé à faire de l'électronique et je leur dois tout aujourd'hui. Donc non, non,